le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Quatrième sortie de la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, l'équipe championne. Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, direction la Tunisie. Le président tunisien Kais Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, a révoqué jeudi près de 60 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes après avoir renforcé via un décret sa tutelle de l'autorité supervisant le système judiciaire. Les précisions de l'envoyé spécial de France 24, Lilia Blaise. Alors oui, puisque rappelons-le, la magistrature avait déjà subi un autre coup en février dernier avec la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature qui devrait garantir l'indépendance du ministère de la Justice et qui aussi était chargé de révoquer ou de muter les juges. Aujourd'hui, ces juges qui sont limogés n'ont aucune possibilité de recours à cette décision puisque un décret a été publié également mercredi stipulant que tant qu'il n'y a pas de jugement pénal concernant les faits qui leur sont imputés, ils ne peuvent pas procéder à un recours. Donc les réactions se sont faites multiples dans le corps de la magistrature. Certains juges qui sont mentionnés dans la liste disent qu'il s'agit clairement d'une mainmise de Kais Saied sur le pouvoir judiciaire. Certains magistrats et avocats, eux, soutiennent les décisions du président, précisant qu'il y a bien des juges corrompus cités dans la liste. Mais globalement, même au niveau de la scène politique, il y a un tollé sur la façon dont Kais Saied a limogé ses 57 juges. Oui, justement, ces révocations, Lilia, elles illustrent encore une fois la toute-puissance du président. Alors oui, une toute-puissance qui est de plus en plus critiquée, même si le président reste populaire dans les sondages. On peut voir que sur le plan politique, il est attaqué de toutes parts. La semaine dernière, c'était la centrale syndicale, l'UGTT, qui refusait de participer au dialogue qu'il avait proposé avec certaines instances syndicales et une partie de la société civile pour les réformes constitutionnelles qu'il souhaite présenter au référendum prévu pour le 25 juillet. Et puis cette semaine, c'est également des partis politiques qui appellent à boycotter tout simplement le référendum qu'il souhaite organiser. Donc une opposition qui est dispersée, mais qui aujourd'hui se fait de plus en plus large contre le président de la République. Merci Lilia Blaise, en direct de Tunis pour France 24. Direction la Russie, l'embargo sur le pétrole russe pour Moscou. Les Européens seront les premiers à souffrir. L'embargo sur le pétrole russe, décidé par l'Union européenne, ne semble pas préoccuper le Kremlin. Voici un reportage signé Euronews. L'embargo contre le pétrole russe décidé par l'Union européenne ne semble pas préoccuper Moscou. Le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie a même estimé que ce seront les Européens qui seront les premiers à souffrir de cette décision, évoquant une augmentation inéluctable des prix. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que la Russie saura s'adapter. Bien sûr, la Russie ne vendra rien à perte. Si quelque part la demande diminue, ailleurs, elle augmente. Alors, il y aura une réorientation des échanges. Nous chercherons les conditions les plus favorables. Bien avant l'Union européenne, Joe Biden avait ordonné dès le mois de mars un embargo sur le gaz et le pétrole russe, même si les États-Unis en sont très peu dépendants, au contraire de nombreux pays de l'Union européenne qui ont mis du temps à trouver un consensus sur cette question hautement sensible. En début de semaine, les 27 se sont mis d'accord pour réduire d'environ 90% leurs importations d'or noir russe d'ici la fin de l'année. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc afin de satisfaire les exigences de la Hongrie. Tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Washington appelle à la diplomatie pour apaiser les tensions. Il a notamment salué les discussions qui se sont tenues en avril entre le gouvernement congolais et des groupes rebelles à Nairobi au Kenya.
Voici un reportage signé Africa News. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mercredi à une solution diplomatique pour régler les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors qu'il accueillait à Washington Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. La querelle diplomatique entre Kigali et Kinshasa s'est intensifiée ces derniers jours. Plusieurs ont appelé à la rupture des relations entre les deux voisins. En début de semaine, la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda de déstabiliser la partie est de son pays, a libéré 2 soldats rwandais à la demande du médiateur de la crise, le président angolais Joao Lourenço. Une mesure censée réduire la tension entre les deux pays. Dossier spécial sur la crise du blé dans le monde. C'est un levier tout aussi puissant que les hydrocarbures pour Poutine. Le blé, l'Ukraine et la Russie représentent 30% des exportations mondiales. Et le blocus en mer Noire fait planer le risque d'une crise alimentaire mondiale. La pression monte désormais sur la Russie pour libérer les stocks, alors que Moscou est accusé de détourner tout simplement les réserves de blé ukrainien. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Chaque navire russe que nous allons vous montrer transporte 30 000 tonnes de céréales. La Russie nie les avoir volées. Des céréales ukrainiennes volées par les Russes dans le port de Sébastopol en Crimée. C'est ce qu'affirme une enquête de la chaîne américaine CNN, images satellites à l'appui. Là, on a une vue à plus de 600 km de hauteur. On voit les détails, les navires, la cabine du camion. C'est phénoménal. Et ici, vous pouvez voir le grain se déverser dans la cale du navire. Selon CNN, plus tôt dans le mois, l'un des navires serait parti de Crimée pour accoster au port de Latakia en Syrie, directement chez l'allié de Vladimir Poutine, Bachar el-Assad. Le blé, l'un des enjeux majeurs de cette guerre. Depuis le début de l'invasion, des réserves de céréales sont régulièrement pilonnées par les frappes russes. Blé, maïs, des cibles pour Vladimir Poutine. Des stocks détournés, d'autres détruits, d'autres encore bloqués, comme à Odessa, seul port encore aux mains des Ukrainiens. Le maire de la ville dénonce une stratégie savamment orchestrée par les Russes. La tactique est claire et évidente. Ils ne se contentent pas de détruire nos villes et de tuer nos habitants. Ils sont en train de provoquer un effondrement économique à Odessa. Toute la logistique est perturbée et les dernières frappes ont été effectuées contre les centres de stockage où les marchandises sont transportées par voie terrestre. Au total, au moins 20 millions de tonnes de blé bloquées en Ukraine. Une arme géopolitique et un moyen de chantage pour Vladimir Poutine. La Russie est disposée à effectuer une contribution importante afin de surmonter la crise alimentaire avec l'exportation de céréales et d'engrais, à condition que les restrictions aux motivations politiques de l'Occident soient levées. Avant la guerre, 95% du blé ukrainien était exporté par voie maritime. Sauf qu'aujourd'hui, blocus, pas un navire ukrainien n'entre ou ne sort des ports, car la Russie contrôle la mer d'Azov et la mer Noire. L'Ukraine, elle, détient donc le port stratégique d'Odessa, qu'elle protège avec des mines sur les plages et en mer. Là encore, aucun commerce maritime. L'une des solutions serait de faire circuler davantage de trains vers la Roumanie. Mais niveau logistique, c'est un casse-tête car il faut changer les wagons à la frontière pour un problème d'écartement de rails. Les rails ukrainiens ont une largeur standard de 1520 mm. Alors on construit en parallèle des rails aux standards européens, 1435 mm. Des stocks soumis au bon vouloir du maître du Kremlin, une source d'inquiétude pour les Européens. C'est évident que la Russie utilise
le blé comme une arme de guerre. On est en train de voir de quelle manière on peut faire sortir les 20 millions de tonnes de blé ukrainien. C'est pas facile. Il faut évidemment un accord avec la Russie pour utiliser la voie maritime. Mais ça, c'est un sujet d'une énorme importance. On ne peut pas affamer le monde. Le 8 juin prochain, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, se rendra en Turquie. Au menu des discussions, la mise en place de corridors sécurisés pour le transport des céréales ukrainiennes. Avant de clore cette page internationale, pour aujourd'hui, zoom sur la guerre en Ukraine. Nous allons retrouver nos confrères de NTD. La question qui a été posée, l'effondrement du monde est-il inéluctable? Voici un extrait de l'émission. Selon vous, notre monde se dirige-t-il vers un embrasement sociétal qui conduirait à la fin de notre civilisation? Oui, je sais, comme entrée en matière, cela sonne un peu comme du catastrophisme. Mais en y regardant d'un peu plus près, certains indices pourraient nous laisser penser que cette théorie ne relève pas complètement du fantasme. En effet, déjà en 1972, des scientifiques du MIT avaient annoncé l'effondrement de la civilisation vers 2040. À l'époque, cette analyse controversée avait suscité de vifs débats et même été ridiculisée par certains experts sceptiques. Pourtant, de nouvelles données publiées dans le Yale Journal of Industrial Ecology indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Enfin, façon de parler. En effet, la modernité sur laquelle reposent tous nos idéaux humanistes est en train de se casser la figure. Commençons par quelques citations qui témoignent de l'inéluctable tragédie qui nous attend. Frederick Jameson et Slavoj Žižek avaient déclaré qu'il est plus facile de penser la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. De son côté, Gunther Anders affirmait que nous vivons dans une époque où nous travaillons en permanence à la production de notre disparition. Des auteurs comme Pablo Servigne ont même analysé la manière dont l'effondrement pourrait affecter nos sociétés. Il est à l'origine du terme collapsologie. Avant lui, ce terme d'effondrement avait été popularisé en 2005 dans un ouvrage du biologiste et géographe américain Jared Diamond. Les récentes projections du GIEC nous annoncent déjà que l'été 2050 sera bien trop chaud et les pieds dans l'eau. En plus, nous devrions faire face à la fonte du permafrost, qui, telle une boîte de Pandore, pourrait nous amener virus et autres bactéries géantes. Avant de sombrer dans l'éco-anxiété et le catastrophisme, essayons de voir un peu plus près de quoi il retourne. Ce qui est vrai historiquement, c'est que les sociétés tendent vers des niveaux sans cesse plus élevés de complexité, afin de répondre aux problèmes auxquels elles sont confrontées. À l'image du plan France 2030. Les premières déclarations montrent que c'est la voie de l'innovation technologique plutôt que celle de la transformation des modes de vie qui est plébiscitée par les responsables politiques pour répondre aux grands défis de notre temps. Mais il semblerait qu'il existe une vraie dichotomie entre le côté transitoire qu'impose la fonction politique de nos dirigeants et les besoins réels exprimés dans la société qui, eux, s'expriment dans la durée. Un autre facteur rentre en ligne de compte. C'est celui de la menace venant d'autres sociétés ou pays. Dès lors, la protection d'une population et d'un territoire implique là aussi de monter en complexité par l'utilisation de nouvelles technologies ou par la création de nouvelles organisations. Deux exemples peuvent illustrer cela. Les missiles hypersoniques utilisés pour la première fois par l'armée russe contre l'Ukraine et la création de l'US Space Force aux États-Unis en 2019. Mais existe-t-il des alternatives crédibles à cette menace? Les travaux de l'anthropologue américain Joseph Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes donnent un angle intéressant. Selon lui, un effondrement ne rime pas forcément avec une sorte de chaos total, mais plutôt vers un retour à une société moins en prise avec la complexité. D'ailleurs, les récentes crises ont amené à repenser les modes de gouvernance. Pour Thomas Gauthier, directeur du programme Sustainable Futures, la survie des sociétés actuelles est conditionnée à une descente volontaire, délibérée et non violente en complexité. L'auteur Gaia Harrington avait prédit en 2020 le déclin terminal de la croissance économique au cours des 10 prochaines années. Malgré ça, elle se veut optimiste. Elle estime que les changements nécessaires ne seront pas faciles et ils représentent de grandes questions de transition, mais qu'un avenir durable
et inclusif est toujours possible. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod. Réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour ce aujourd'hui à Boston, 65 degrés Fahrenheit, 18 degrés Celsius. Pas de soleil dans le ciel aujourd'hui. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Ce soir, un peu plus tard, la finale de la NBA, les Boston Celtics face aux Golden State Warriors. Eh bien, un match qui attire déjà la grande foule pour ce soir. Tous les yeux seront virés devant le petit écran pour regarder cette finale de la NBA. Bonsoir Jonel, bonsoir Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.